Bonjour à toutes et à tous. Bon, avec moi, vous allez changer d'époque et de manière aussi d'aborder la thématique par rapport à ce que nous avons entendu ce matin. Alors, je vous emmène en 1956 à Cambridge, où est sorti de presse alors, à cette année-là, l'ouvrage de Michael Ventris et John Chadwick, si j'arrive, oui, voilà, intitulé, comme vous le voyez, Documents in Mycenaean Greek. Et le code de l'écriture syllabique, porté par les tablettes d'argile retrouvées à Mycène et ailleurs en Grèce, le code avait été craqué en 1952 et il était désormais possible de comprendre ce que consignaient ces documents. Comme toute découverte d'une nouvelle source d'information, celle-ci avait secoué le monde des historiens de l'Antiquité, puisqu'il était désormais clair qu'on parlait déjà le grec au milieu du deuxième millénaire en Grèce, en tout cas sur le territoire qui deviendrait celui des cités grecques quelques siècles plus tard. Mais on savait aussi que la brillante civilisation mycénienne, comme les documents du même nom, s'était effondrée à la fin de ce même millénaire et que l'écriture, qui était l'apanage de scribes en milieu palatial, avait disparu avec les palais dont elle soutenait le fonctionnement administratif et économique. Il faudrait attendre quelques siècles pour que l'usage de l'écriture refasse jour sur le continent grec, prenant cette fois appui sur un alphabet adapté de celui qu'avaient élaboré les Phéniciens. Mais me direz-vous peut-être, quel rapport entre le linéaire B et les formes de l'intelligence? Soyez rassurés, notamment Xavier Leroy, je n'ai pas confondu le présent colloque avec celui de 2023 sur le déchiffrement. Si je vous parle du livre de Ventris et Chadwick, c'est en raison d'un passage que l'on trouve dans la préface que l'archéologue anglais Alan Weiss a donnée à l'ouvrage. Dans son texte particulièrement enthousiaste, celui-ci, qui avait dirigé la British School of Archaeology à Athènes, écrivait ceci, je traduis le texte en français, « Même maintenant qu'il est admis que les Grecs de la fin de l'âge du bronze pouvaient lire et écrire grâce au linéaire B, certains considèrent toujours qu'au cours de la transition de l'âge du bronze à l'âge du fer, les Grecs ont oublié comment lire et écrire, jusqu'au 8e siècle environ, quand ils ont adapté l'alphabet phénicien. Il est inconcevable, écrit Weiss, qu'un peuple aussi intelligent que les Grecs ait pu oublier comment lire et écrire une fois qu'ils avaient appris à le faire. Nous sommes donc en 1956 et l'enthousiasme légitime de Weiss pour le livre qu'il préface le conduit à exagérer considérablement ce que l'on appelle en anglais la literacy, c'est-à-dire la capacité, l'alphabétisation des communautés vivant dans les royaumes mycéniens du deuxième millénaire. Mais ce qui est surtout intéressant pour mon propos, c'est le cri du cœur dont témoigne sa réflexion sur ces Grecs si intelligents qu'ils ne pouvaient avoir oublié ce qu'ils avaient un jour appris. Cette réflexion incidente est tout à fait significative d'un certain rapport des modernes aux Grecs de l'Antiquité, à savoir le constat admiratif d'une sorte de miracle de l'intelligence sous toutes ses formes, dont ils auraient été les parangons et nous les héritiers. Je partirai dès lors de ce point en rappelant quelques éléments historiographiques de ce que l'intelligence fait à l'histoire, au sens où la prétendue intelligence des Grecs a orienté la manière d'en faire l'histoire. J'opérerai ensuite le retour annoncé dans le titre, c'est-à-dire un regard sur ce que l'histoire, grecque en l'occurrence, fait de l'intelligence, ce qui signifie un autre type de retour, un retour aux sources, cette fois. Je serai assez brève sur le premier point, enfin la brièveté est toujours relative, je serai assez brève sur le premier point car la déconstruction du miracle grec est aujourd'hui presque achevée. Je dis presque
car il reste des poches de fascination, voire de récupération, où la discipline historique peine à s'imposer, soit parce qu'il est toujours difficile d'abattre des fantasmes bien ancrés, c'est l'aspect fascination, soit parce que les objectifs poursuivis sont simplement et crûment idéologiques, c'est le volet de récupération, généralement conservatrice et identitaire. Puisque je dois faire des choix et que nous sommes au Collège de France, je m'arrêterai un instant sur les travaux contrastés de deux de ses professeurs, Jacqueline de Romilly et Jean-Pierre Vernant. En 1973, comme vous le voyez sur ce compte-rendu d'une des assemblées des professeurs, ils ont été tous les deux présentés donc, à cette assemblée des professeurs pour l'obtention d'une chaire. Cette année-là, c'est Jacqueline de Romilly qui a été élue, tandis que Jean-Pierre Vernant l'a été l'année suivante, en 1974. Or, quel était l'intitulé de la chaire de la première femme professeure en ce lieu? La Grèce et la formation de la pensée morale et politique. Quant au fondement des arguments du porteur de la proposition devant ses collègues, je reprends un bref extrait du texte qui a été conservé dans les archives du Collège de France, et je le lis avec vous. Les peuples peu nombreux qui ont imprimé une marque décisive à notre histoire, à nos modes de pensée comme à nos façons de sentir, doivent être considérés dans leur génie propre. Celui de la Grèce, et elle a été par là plus grande qu'aucun autre peuple, a été de donner à l'homme confiance dans sa raison, d'en montrer par un surprenant effort de réflexion et de généralisation les ressources et la force, de se dégager des liens obscurs de la pensée primitive pour fonder la pensée rationnelle. Je passe un passage. La Grèce qui nous importe est celle qui, en quelques siècles, a créé la plupart des notions qui sont encore les nôtres. C'est cette Grèce-là, son exemple, son héritage, qui serait l'objet de l'enseignement que je propose. Exemple, héritage qui se résume en peu de mots, c'est que par l'exercice de ses facultés d'esprit, l'homme est libre, il juge et se juge, il échappe au déterminisme primitif, il est responsable. La pensée grecque est donc vue comme un label générique, passablement abstrait, et cette pensée est considérée comme le creuset de celle de l'Europe. L'atteste aussi le titre du livre classique de l'helléniste allemand Bruno Snell, qui devient dans sa traduction française la découverte de l'esprit, la genèse de la pensée européenne chez les Grecs. C'est sur un tel horizon que le travail de Jacqueline de Romilly s'est inscrit également entre ses murs. Jean-Pierre Vernant, dans son seul ouvrage monographique intitulé « Les origines de la pensée grecque », publié en 1962, cherchait lui aussi à ce moment-là à saisir l'exceptionnalité grecque. Et il situait cette fois sur le plan politique l'expression, la constitution, la formation de la raison au singulier et avec une majuscule. La mise en place de la cité, la polis en grec, en tant que forme politique, était selon lui le creuset de la raison avec un R majuscule. 2 ans plus tard, Pierre Lévesque et Pierre Vidal-Naquet publiaient Clisthène l'Athénien et faisaient de la réforme donc attribuée à cet homme politique athénien à la fin du VIe siècle avant notre ère. Donc faisait de cette réforme l'avènement d'une constitution rationnelle, car soumise à une construction abstraite fondée sur les nombres. Vous voyez le sous-titre sur la représentation de l'espace et du temps en Grèce de la fin du VIe siècle à la mort de Platon. Et dans cet avènement d'une constitution rationnelle, car soumise à une construction abstraite fondée sur les nombres, je cite le tout récent ouvrage de Paulin Ismar et Arnaud Massé qui ont donné à cette réforme de tout autres ancrages. Je n'ai pas le temps de m'y attarder, mais on voit que les perspectives ont changé au fil des décennies. Alors, restant un bref instant encore sur le Vernant des années 70 et 80, donc les années au Collège de France, je soulignerai que sa réflexion s'est infléchie et c'est de rationalité sans majuscule et au pluriel qu'il parlera dans des publications ultérieures
Et il est, si, vous voyez, donc vous avez des S, puis c'est raison plurielle, rationalité. En 2007 a été publié au Seuil l'intégralité de ses œuvres, et le titre qu'il avait choisi lui-même, parce qu'il est décédé peu après, il l'avait choisi lui-même, vous voyez, religion au pluriel, rationalité au pluriel, politique. Toujours intéressant que la politique ne prend pas de pluriel, mais bon, c'est un autre débat. Il mettait à distance, donc, dans cette évolution de sa pensée depuis son ouvrage « Les origines de la pensée grecque », il mettait à distance avec bien d'autres l'idée que la Grèce classique aurait accueilli le passage linéaire du mythe à la raison, ou pour le dire en grec, le passage du mythos au logos, et significativement, l'année de son élection au Collège de France, donc en 1974, il publiait avec Marcel Letienne l'ouvrage intitulé « L'intelligence rusée », ou « Les ruses de l'intelligence », pardon, c'est une erreur, « Les ruses de l'intelligence », la métisse des Grecs, donc la métisse étant cette intelligence très particulière que les deux auteurs repéraient notamment chez une figure comme celle d'Ulysse. Et cette métisse brouillait à bon droit les lignes de force de la dite pensée grecque, et il la faisait sortir des cadres imposés par le travail des philosophes grecs, précisément entendus comme professionnels de l'intelligence. On voyait bien qu'il y avait un décalage de la focale sur d'autres types de ce qu'on peut appeler l'intelligence. Intelligence rusée. Quelques années plus tard, je continue, et j'en ai presque terminé sur ce point, mon parcours historiographique, quelques années plus tard, l'historien allemand Christian Mayer s'interrogeait également sur la naissance du politique en la plaçant, cette naissance, sur l'arrière-plan de ce qu'il appelait, je le cite, « l'émergence d'une intelligence autonome parmi les Grecs ». L'intelligence autonome dont il est question est évidemment une autre manière de désigner la pensée rationnelle et la philosophie qui lui est associée. Faisant référence, parce que Mayer dialoguait avec les travaux des Français, faisant référence à l'argument de Vernon qui parlait de la raison comme fille de la cité, il considérait que l'intelligence grecque, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit, était autant déterminée par le processus de formation de la cité que ce processus lui-même était affaire d'intelligence. Il introduisait alors dans l'équation, et ça intéresse tout particulièrement l'historienne que je suis, l'autonomie des cités à l'égard d'un pouvoir centralisé, comme les monarchies et les empires implantés dans les régions situées à l'est et au sud-est de la mer Égée. Car c'est bien de cela qu'il s'agit sur le plan de l'histoire. La capacité des Grecs à coopérer sans la verticalité d'un pouvoir centralisé, avec en ligne de mire ce qu'ils, et surtout les Athéniens, il faut bien le dire, appelleront progressivement la démocratie. Plus récemment, et c'est la dernière étape de mon parcours, plusieurs livres importants de Josh Auber, professeur d'histoire grecque et de sciences politiques à Stanford, ont également abordé cette question avec les outils des sciences politiques et sociales. Je soulignerai un détail significatif des poches de résistance du miracle que j'évoquais tout à l'heure, non dans le chef de l'auteur, mais dans le chef de son éditeur français. Ainsi, comme vous le voyez à l'écran, le livre paru en 2015 à Princeton sous le titre « The Rise and Fall of Classical Greece » est devenu en français « L'énigme grecque, histoire d'un miracle économique et démocratique, 6e, 3e siècle avant Jésus-Christ ». Or, Auber ne parle pas de miracle, mais d'une efflorescence, un terme venu de la sociologie anglo-saxonne, fondée, je cite, sur l'intelligence collective décentralisée qu'auraient connue les cités grecques, ce qui est une voie d'approche autrement féconde, même si nombre de discussions dans le champ de l'histoire grecque restent ouvertes sur un certain nombre de points de ce travail. Depuis une bonne trentaine d'années, en somme, toute une série d'analyses contribue à complexifier une association décidément trop linéaire entre l'histoire grecque et l'intelligence abstraite de ses acteurs. Ce que l'intelligence a donc fait à l'histoire, pour reprendre mon titre, c'est de conduire à lui appliquer une forme d'idéalisation
inopérante quand il s'agissait de comprendre le développement multifactoriel des micro-sociétés qui en sont les actrices. J'en arrive dès lors à mon deuxième point, non plus ce que l'intelligence fait à l'histoire, mais une brève contribution à l'histoire de l'intelligence elle-même, sous un angle spécifique que je peux résumer en deux questions complémentaires. Dans la poésie archaïque, donc on se situe entre, grosso modo, entre le 8e et le 6e siècle avant notre ère. Dans la poésie archaïque, contemporaine de l'émergence progressive de ces fameuses cités grecques, sous quelle forme, au pluriel, trouve-t-on ce que nous appelons intelligence et que pouvons-nous en déduire sur les représentations que les Grecs s'en données? Plus précisément encore, dans la perspective de notre rencontre, l'intelligence dont il est question, que je vais tenter d'identifier avec vous, était-elle conçue comme le seul apanage de l'humanité? Je ne parle pas directement d'intelligence artificielle, mais j'essaye quand même d'y revenir d'une manière un peu détournée. Depuis tout à l'heure, donc, je parle d'intelligence, et c'est surtout le logos en tant que raison. Je vous ai parlé tout à l'heure du passage prétendu du mythos au logos. Donc c'est surtout le logos en grec, en tant que raison, qui vient à l'esprit quand on associe le terme d'intelligence à la Grèce antique. Et puis tout le corpus des auteurs philosophes présocratiques, et puis toute la tradition platonicienne et puis aristotélicienne. Vous remarquez que les éléments qui ont été évoqués ce matin à propos des Grecs, c'était essentiellement Platon et Aristote. Ce n'est donc pas de ce côté-là que je vais m'engager. Parce que je pense qu'à la période que je voudrais discuter avec vous, la situation est plus complexe et partant, je pense, aussi plus intéressante que le seul logos. Quelle image obtient-on des activités perceptives et cognitives des êtres vivants quand on se penche sur l'ancienne poésie grecque? Plusieurs constats s'imposent d'emblée. Tout d'abord, le dualisme corps-esprit, ou âme-corps, si vous voulez, est inopérant pour saisir ces données. Ce que nous appelons sentiment, émotion, pensée, jugement, est intimement chevillé à des organes et au souffle qui les traverse. La psychologie archaïque est une physiologie. Ensuite, les démarches mentales que nous séparons dans les catégories du cognitif, de l'affectif, du volitif, restent étroitement chevillées les unes aux autres dans la poésie épique. Enfin, troisième point qui pose le cadre, dans un cosmos où Dieu et homme partagent une même origine, il est indispensable d'envisager la problématique des formes de l'intelligence dans ces deux espèces de vivants, les uns immortels et puissants, les autres éphémères et fragiles. Le terme central pour convoquer la question de l'intelligence en contexte grec est le substantif nous, ou nous si on contracte, mais je vais parler de nous. Au chant 16 de l'Iliade, le poète affirme, je cite la traduction, que le nous de Zeus, toujours, est plus puissant que celui des hommes. Ce qui laisse entendre que la différence entre les deux est de degré et non de nature. Dans la représentation du monde dispensée par l'épopée, dieux et humains se situent aux deux pôles d'un déploiement vital et donc fonctionnel. Mais pour comprendre la portée du nous et en affiner les implications dans le comportement divin et humain, il convient de l'inscrire dans le kaléidoscope de toutes les entités, les autres entités physiologiques, plus ou moins organiques, dont les Grecs assortissaient leur représentation du vivant en tant qu'il pense, en tant qu'il ressent et en tant qu'il agit. Et plusieurs termes doivent être convoqués à cette fin. Tout d'abord, la phrène. Nous est en général mieux connu que la phrène, pourtant c'est un organe absolument essentiel. La phrène au singulier, mais plus souvent au pluriel, les phrènes, en tant que membrane qui entoure les organes vitaux tels que le cœur ou le foie. Mais c'est une interprétation moderne. Il n'y avait pas de connaissances anatomiques aussi précises.
Mais c'est là que ça se situe. Et je m'appuie pour vous parler de cela sur les travaux de ma collègue Édouard Dabarra, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet. Cet organe, donc la phrène, est situé dans la poitrine, dans le thorax, et sa récurrence dans l'évocation des effets de la pensée et des émotions lui donne un rôle crucial dès qu'il s'agit d'émotions, de pensée. Les usages du terme traduisent une dimension corporelle et une dimension cognitive, affective, éthique, pratique. Donc vous voyez, c'est extrêmement difficile de créer des cloisonnements entre les données. Autre terme important, ce sera le dernier, le thumos, qui est de loin l'élément le mieux attesté dans les vers épiques, est lié au souffle. Ainsi, quand un guerrier meurt sur le champ de bataille, et dans l'Iliade, c'est évidemment une situation qui intervient très souvent, son thumos, comme sa psyché d'ailleurs, sa psyché, que l'on traduit très mal par âme, son thumos comme sa psyché, autre élément donc du kaléidoscope, quitte son corps. Il ne s'agit donc pas d'organes à proprement parler, mais de souffles vitaux comme des vapeurs, des substances organiques qui peuvent s'échapper du corps. Le souffle que traduit le thumos peut battre dans la poitrine sans être le cœur, qui est un organe dûment identifié, dûment nommé en tout cas. L'expression kataphrena kai katathumon, en fait, ça équivaut grosso modo à notre expression en son âme et conscience, même si âme est toujours une traduction extrêmement problématique. Mais en son âme et conscience, avec tout ce que ce type de combinaison peut avoir pour nous de formulaire et d'approximatif dans la détermination de l'un ou l'autre organe. Il y a quelque chose de démonétisé aussi dans la manière dont les Grecs pouvaient utiliser cette expression. C'est avant tout la suggestion d'un processus intérieur ressenti dans la cage thoracique. Si la délibération mentale d'un protagoniste peut se situer kataphrena kai katathumon, c'est Noos, je l'ai dit, le premier de la liste, qui relève de ce que nous appelons l'intelligence, en tant que principe qui rend possible un savoir ainsi qu'une décision suivie d'une action. Un premier constat, pour tenter de saisir un peu plus précisément ce dont il s'agit, un premier constat tient à la portée du verbe noéo, apparenté à nos et qui peut signifier voir. Plus fréquemment, le verbe implique une forme de perception qui dépasse la seule vision, comme percevoir en français. Et donc, il s'agit de pénétrer une situation en profondeur. Ces constats confirment ce qui est souvent souligné. Dans cette poésie ancienne, la cognition et la perception sont étroitement liées l'une à l'autre. Mais la volition n'en est pas absente, ni l'émotion. La connaissance acquise par la perception profonde peut avoir une dimension affective et des conséquences en termes d'action. Et c'est à la jonction de ces différentes fonctions que se situe le nous. Alors, s'agit-il d'un organe à proprement parler? C'est loin d'être clair. Et quand il est situé, parce que ça arrive, c'est dans la poitrine qu'il se loge, qu'il est logé. Je l'ai dit, comme les phrénes, qui, elles, semblent bien être organiques. Et donc les deux peuvent être liés, on va le voir dans un instant. Alors, à quel protagoniste des intrigues épiques le nous est-il associé? Aux humains, je l'ai dit. Les guerriers sur le champ de bataille saisissent une configuration déterminée des troupes en présence et ce que l'on peut appeler l'intelligence de la situation les pousse à déployer une action adéquate. Ça, c'est l'action du nous, assurément. Au tout début de l'Odyssée, pour quitter l'Iliade et son champ de bataille et aller dans l'autre grand poème homérique, quand le poète interpelle la muse qui doit l'inspirer, il l'exhorte à lui dire, je cite, « les détours de l'homme aux ruses nombreuses », c'est l'homme à la métisse, donc c'est Ulysse. L'homme aux ruses nombreuses, détours nombreux, lui qui a détruit Troie, il a vu des villes et connu le nous de beaucoup d'humains. Il endura sur la mer de terribles souffrances. Katathumon, vous voyez le thumos qui arrive, luttant pour conserver sa psyché et garantir le retour de ses compagnons. C'est donc ici la tournure d'esprit des humains rencontrés dont il est ici question derrière le nous.
tandis que le thumos peut être rendu par le cœur au sens métaphorique et psyché par la vie en tant que souffle vital. Mais les compagnons d'Ulysse, qui, vous le savez, ont été transformés en porcs par la magicienne Circé, conservent leur nous, ce qui augmente encore le malheur de leur situation, puisqu'ils se souviennent de ce qu'ils ont perdu. C'est donc quelque chose qui est inhérent à l'humanité, même sous la forme d'un animal. Retenons dès lors la notion d'esprit pour rendre compte de nous, puisqu'il faut bien traduire. Là, j'ai translittéré, mais il faut traduire. La notion d'esprit en tant qu'elle englobe la pensée, l'intuition, l'intelligence comme capacité de jugement et de réponse émotionnelle, mais aussi la mémoire, qui est importante dans cette configuration, même si je n'ai pas le temps de vous le montrer. Zeus, dans l'Odyssée, affirmera un peu plus loin que l'esprit d'Ulysse est supérieur à celui des autres mortels, et c'est son nous dont il s'agit, mais c'est assurément celui du Dieu lui-même, je l'ai dit tout à l'heure, qui surpasse par sa puissance celui des hommes, et l'expression Dios nous aigiokoio, l'esprit de Zeus porte égide, est d'ailleurs une formule qui est récurrente en fin de vers. C'est essentiellement à Zeus qu'est associé le nous divin. Et c'est précisément cet esprit-là que Prométhée ne pourra tromper au cours de la fameuse crise qui porte son nom dans la Théogonie. Il est en outre imprédictible, donc on voit bien la surpuissance de ce nous divin. Alors, outre les hommes et les dieux, le nous est également associé à des figures qui me permettront d'interroger la relation de cette compétence aux artifices techniques. Petite parenthèse, non pas d'intelligence artificielle, mais de réflexion sur l'injection du nous dans autre chose qu'un humain ou un dieu. Nous sommes cette fois au chant 18 de l'Iliade, et les armes d'Achille, vous savez, le meilleur des guerriers grecs, se retrouvent entre les mains des Troyens, et le héros grec est désarmé au sens propre. C'est le dieu Héphaïstos, en personne, qui, à la demande de la mère d'Achille, va forger une nouvelle parure guerrière à son fils. Thétis, la mère d'Achille, s'en va donc chez le dieu forgeron, un artisan génial mais boiteux, et s'avisant qu'il a de la visite, celui-ci, je cite, « mit une tunique, prit un sceptre trapu et alla vers la porte en boitant. Par-dessous, des servantes s'empressaient pour le mettre, toutes d'or, semblables à de vivantes jeunes filles. En elles, dans la poitrine, il y a un esprit, nous, en elles aussi une voix et une force. Grâce aux dieux immortels, elles ont la science des travaux. Elles se démenaient à soutenir le maître. Héphaïstos d'Aon vint auprès de Thétis et s'assit sur un trône lumineux. Les servantes en or, semblables à de vivantes jeunes filles, ne sont pas des automates, comme le dieu est tout à fait capable d'en fabriquer, et on a un passage un peu avant celui-ci qui parle d'automates. Ce que Pierre Judet de Lacombe, à qui j'emprunte sa belle traduction, rend ici par l'esprit dans la poitrine, c'est la combinaison de deux termes que nous avons vus précédemment. C'est le nous et les phrénès. On voit donc la situation corporelle du nous. Il est étroitement chevillé à ces membranes particulièrement réactives que sont les phrénès. On en déduit que ces figures en or sont dotées de capacités cognitives et émotionnelles. Elles disposent aussi d'une voix et d'une force. En d'autres termes, elles parlent et se meuvent d'elles-mêmes. On apprend enfin qu'elles sont savantes en travaux et que cette science leur vient des dieux immortels eux-mêmes. Un tel passage peut se lire en miroir avec la manière dont un autre poème, un peu plus récent que l'Iliade, évoque une autre réalisation d'Héphaïstos. Ce sont les fameux vers de la fabrication du prototype féminin qu'est Pandora dans les Travaux et les Jours, d'Hésiode cette fois. Donc on est, on va dire, au 7e siècle avant notre ère. Vous connaissez l'histoire, c'est la crise prométhéenne que j'évoquais tout à l'heure. Entré dans une colère noire par le vol du feu, Zeus ordonne à Héphaïstos, et je vous donne l'ensemble du passage, mais je vais choisir des morceaux. Il ordonne donc à Héphaïstos, toujours lui, de pétrir au plus vite de la glaise et de l'eau, d'y mettre une voix, une force, d'y joindre un visage divin de déesse, une charmante beauté virginale.
Donc on retrouve ici les deux termes du chant 18 de l'Iliade, l'audé et le sténos, la voix et la force. Ensuite, je cite à nouveau, Athéna lui apprendrait des travaux du tissage aux couleurs innombrables, et l'Aphrodite d'or répandrait sur son front la grâce, le désir douloureux, les soucis qui rongent les membres. Enfin, il donna l'ordre à Hermès, messager tueur d'Argos, de placer en elle un esprit de chienne et un tempérament sournois. Vient ensuite la réalisation effective du plan de Zeus, dont je souligne deux vers qui reviennent sur l'action d'Hermès à la fin. Je cite, à partir du vers 77, « Dans sa poitrine, le messager tueur d'Argos forgea des mots mensongers et trompeurs. » Et là, vous avez logos, mais au sens de parole, le mot. Un tempérament sournois, comme Zeus le grondant le voulait. Le héros mit en elle une voix et nomma cette femme Pandora. Au-delà de tous les commentaires que ce passage n'a pas manqué de soulever, je pourrais passer plusieurs heures, ceux qui me suivent habituellement savent que je ne manque pas de passer du temps sur ce texte. Ce qui m'intéresse ici, c'est le parallèle que l'on peut faire entre les servantes d'or et le prototype féminin fait de terre glaise et d'eau. Et j'ajouterais que dans cette culture orale de l'époque archaïque, la référence homérique était probablement perceptible aux auditeurs de la performance hésiodique. Donc il y a une interperformativité, je ne parle pas d'intertextualité parce que c'est une culture orale, mais une sorte d'interperformativité entre ces passages. Et donc, si je fais un petit tableau et que je les compare, on voit qu'il y a une série de parallèles. Alors bien entendu, l'évocation de chacune de ces productions répond aux besoins de la narration et de l'intrigue au sein de laquelle elle s'insère. On ne peut jamais totalement décontextualiser ce genre de performance poétique. La dangereuse séduction du prototype féminin en fait le beau mal que la colère de Zeus destine aux hommes, tandis que les jeunes femmes en or qui servaient Phaistos sont là pour confirmer narrativement les compétences inouïes du dieu forgeron. Dès lors, si je retire de mon tableau les deux dernières lignes qui servent directement l'intrigue hésiodique, la différence essentielle entre ces figures féminines est le matériau dont elles sont faites. Elles sont dotées d'une vie, d'une voix, d'un esprit, le nous, et de compétences, les ergas. Mais là où la terre et l'eau, pour Pandora, renvoient aux récits locaux qui font naître les premiers hommes des éléments du paysage, l'or est quant à lui le matériau divin par excellence. C'est donc bien la réalisation d'une œuvre d'art par Héphaïstos. Mais il faut bien reconnaître que les deux processus aboutissent à créer la vie dotée d'un esprit, que les vivants concernés soient mortels ou immortels, puisque le nous est commun aux dieux et aux hommes. Quant aux animaux, je voudrais quand même en dire un petit mot. Quant aux animaux, dans cette poésie ancienne, ils ont un thumos, des phrénès, donc tous ces organes qui font partie de la perception et du ressenti des êtres vivants. Ils ont même une psyché, dans un cas. Mais ils n'ont pas de nous. Toutefois, quand il s'agit d'opérer une distinction drastique entre les humains et les animaux dans la poésie hésiodique, on s'aperçoit que ce n'est pas l'absence ou la présence d'un nous qui est mise en exergue. Et je voudrais lire ce passage avec vous, et ce sera le début de ma conclusion. Que dit le poète à cet endroit-là ? Il est censé parler à son frère. « Telle est la règle, dit-il, que le Chronide a prescrite aux hommes, que les poissons, les fauves, les oiseaux ailés se dévorent entre eux, puisque justice ne se trouve pas parmi eux. Mais aux hommes, Zeus a donné justice, qui est de beaucoup le premier des biens. Si quelqu'un consent à exprimer de justes propos, en connaissance de cause, Zeus qui voit tout lui donne d'être prospère. » Vous remarquez que dans cette injonction, ce n'est pas le nous qui fait la différence entre les hommes et les animaux, mais bien la justice. Je conclurai en revenant aux deux questions complémentaires que j'ai posées tout à l'heure. Je commence par la deuxième, sur l'apanage de l'humanité que serait l'exercice de l'intelligence
Évidemment, la poésie que j'ai explorée à grands traits place le noos à l'intersection des dieux et des hommes. Et ce sera une constante dans la suite des textes qui sont à notre disposition pour la suite de l'histoire. Chez les penseurs ultérieurs, donc c'est le noos lui-même qui aura parfois la capacité d'agir dans le cosmos. Mais c'est une autre histoire et il ne m'appartient pas de la raconter ici. Et pour revenir à la question des types d'intelligence tels que cette poésie ancienne permet de les saisir, elle est assurément plurielle et physiologique. Physiologique, le siège en est thoracique. Ce que d'ailleurs, mais ça aussi c'est une autre histoire, le corpus hippocratique au 5e siècle avant notre ère contestera, donnant au cerveau, à partir de ce moment-là, le rôle du siège de l'intelligence. Et c'est toujours de ce cerveau-là, mais d'une manière différente, que mon collègue Stanislas Dehaene vous a parlé ce matin. Merci pour votre attention.